Bonjour à tous, merci de m'avoir convié. Déjà en préambule, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui connaissent le Conseil économique, social et environnemental. Donc, comme pour vous réveiller, je propose que ceux qui connaissent le Conseil environnemental lèvent la main pour voir à peu près. Voilà. Donc je vais avoir la chance de vous expliquer ce que c'est, et comme ça il y aura au moins 900 personnes de plus qui connaîtront ce conseil. Donc c'est la troisième assemblée de la République. C'est une assemblée donc constitutionnelle après le Sénat et l'Assemblée nationale, sauf qu'elle n'a pas un pouvoir législatif, mais elle a un pouvoir consultatif, c'est-à-dire que notre rôle est de donner des avis, de rendre des avis auprès des pouvoirs publics, notamment au gouvernement et au Parlement, et que la spécificité de cette assemblée, qui se réunit à Paris au Palais d'Iéna, est qu'elle est constituée de personnes qui sont actives et engagées dans la vie de tous les jours, et que c'est un petit peu un petit village, c'est-à-dire qu'on trouve différents corps intermédiaires, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les mutualistes, que ce soit les syndicalistes, que ce soit les organisations patronales, les artisans, les professions libérales et le secteur associatif. Et depuis 2010, ils ont ouvert ce joyau, enfin ce conseil, qui vieillissait beaucoup et qui continue un peu de vieillir, mais ils l'ont ouvert à des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse dont j'ai eu la chance de faire partie. Et on a considérablement rajeuni la moyenne d'âge. Et moi, j'y suis rentré, et c'est là aussi d'un regard non pas de spécialistes et d'experts des politiques de la protection de l'enfance, mais d'un acteur de mouvement d'éducation populaire, parce que je représente les mouvements du scoutisme français, étant donné que j'ai pendant longtemps dirigé les scouts et guides de France. Voilà. Et donc, voilà mon parcours, sachant qu'aujourd'hui, je continue à être au CESE, et dans la vie active, je travaille dans une association d'insertion par le logement à Lyon, qui s'appelle Habitat et Humanisme. Voilà. Donc voilà mon parcours. Dans le cadre du CESE, le Premier ministre, il y a un mois à peu près, pas un mois, mais il y a un an, à peu près jour pour jour, a saisi le Conseil pour travailler sur la question de la protection de l'enfance, avec deux thèmes. La question des ruptures de parcours des jeunes en difficultés multiples, ou dit trop facilement inclasables, mais c'est plutôt l'institution qui est incapable de les accueillir plutôt que nous, que ce soit ces jeunes qui soient incasables. Et le deuxième sujet est sur la question des jeunes sortant de la protection de l'enfance, qui fait depuis quelques mois un peu l'actualité. Et j'étais encore hier au CESE où on a mis en place un collectif interassociatif qui s'appelle Cause Majeure, mais j'y reviendrai peut-être au cours de mon propos, pour travailler notamment sur une dimension d'universalité, parce que la protection de l'enfance dans notre pays, jusqu'en 1974, avait le droit de durer jusqu'à 21 ans. Aujourd'hui, elle dure plutôt jusqu'à 18 ans et quelques mois, voire 19 ans et quelques mois, et avec des différences de prise en charge très importantes entre les territoires. Et donc pose un problème pour le coup forte d'inégalité territoriale de prise en charge de ces jeunes qui sont dans la protection de l'enfance. Alors ce travail, on l'a basé... alors j'ai un petit outil pour vous présenter une présentation. On l'a fait en live sur Internet. Donc si jamais ça coupe, c'est de ma responsabilité. Enfin, c'est qu'il y a une coupure de courant, pas de courant d'Internet, et donc on passera sans présentation, mais on prend le risque. Donc cet avis, il est disponible sur le site. Il s'appelle Prévenir des ruptures dans les parcours de la protection de l'enfance, et il a été fait à partir d'un travail basé avec des acteurs de la protection de l'enfance, et notamment beaucoup des jeunes, parce que mon leitmotiv depuis un certain nombre d'années est de donner, et parce que j'ai eu la chance d'être au CESE, de donner la parole aux enfants et aux jeunes qui vivent les situations dans la protection de l'enfance, qui sont à mon avis les plus à même de faire évoluer notre système, sans forcément qu'ils aient la solution, comme si on prenait tout à l'heure l'exemple avec Greta Thunberg, mais qui ont la capacité de pouvoir au moins indigner et interpeller les adultes que nous sommes sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et donc, on s'est beaucoup basé sur ces témoignages-là, et je voulais commencer le propos par
écouter placée, ces jeunes. Donc quasiment ma naissance jusqu'à mes 19 ans. Donc, et comme ça se faisait à l'époque, j'ai été en famille d'accueil dans le Morvan. Et dans un village où on était, 80% des enfants de l'école étaient placés. Ça fait 4 ans que je suis en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans et demi. Je suis pris en charge à l'ASE, ça fait 3 ans. J'ai été accueillie à l'aide sociale à l'enfance dans le Val-de-Marne de mes 15 ans à 21 ans. Donc tout d'abord en foyer, puis en foyer jeunes travailleurs. J'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance de l'âge de 3 ans à l'âge de 21 ans. J'ai été placée d'abord en foyer, puis ensuite en famille d'accueil. J'ai changé 2 fois de famille d'accueil. Je vivais en territoire rural. J'étais placé à l'ASE à l'âge de 13 ans. Et par la suite, j'ai changé de foyer plusieurs fois jusqu'à arriver à un foyer où je suis resté 5 ans. J'ai été prise en charge dès l'âge de mes 14 ans dans l'association Les Apprentis d'Auteuil. Du coup, j'ai été dans cette structure durant 1 an. Ensuite, j'ai été à Versailles. Et la dernière structure que j'ai faite, c'était une structure basée sur l'autonomie. Donc, elle était située à Vincennes. C'était Télémix. Alors, je propose qu'à partir de ces témoignages, partir sur un début d'un constat que vous connaissez tous, mais qui fait toujours pas de mal de rappeler sur quelques chiffres de la protection de l'enfance, même si vous êtes des acteurs beaucoup plus que moi au quotidien de cette situation. Donc, il y a effectivement 333 000 mesures d'aide sociale à l'enfance. Les derniers chiffres datent de 2016, parce qu'il y a toujours des difficultés de remontée statistique, et avec un partage entre 169 000 mesures de placement et de l'autre côté 164 000 mesures éducatives, AEMO que vous connaissez par cœur, ou AED. Voilà, je ne rentre pas dans les détails de ces chiffres. Dans la situation aujourd'hui, il y a 300 000 mineurs qui sont pris en charge, notamment avec une forte mesure de placement ou des mesures éducatives qui sont des mesures judiciaires. Et puis, on a 21 000 jeunes majeurs. Ça veut dire que si on imagine, enfin, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 70 000 à 80 000 jeunes qui, à 17 ans et à 18 ans, sont dans le prise en charge par la protection de l'enfance. Il n'y en a que finalement qu'un tiers qui ensuite ont des contrats jeunes majeurs, ou pas jeunes majeurs, mais des prestations à PJM, mais j'y reviendrai dans mon propos. Parmi les enfants placés, on a aujourd'hui davantage de garçons que de filles, et la majeure partie sont placés entre 11 et 19 ans. On est bien là dans les placements et pas dans le milieu ouvert. Avec des particularités notamment très fortes sur les territoires d'outre-mer, notamment avec à Mayotte la question importante des mineurs non accompagnés depuis un certain nombre d'années, mais qui percute aussi beaucoup de départements de la métropole aujourd'hui. C'est clairement un investissement social. Si la France s'est engagée, c'est ça pour moi la dimension d'universalité, il y a effectivement un certain nombre de coûts, qui n'est pas un coût, oui, qui est une charge publique, mais qui est pour moi véritablement un investissement social, c'est-à-dire c'est un investissement qu'on met pour que ces jeunes qui puissent avoir connu des maltraitances, des violences, etc., puissent être accompagnés et accompagnés vers leur autonomie. Ce coût, il est à peu près de 7,6 milliards d'euros, sachant que ce coût-là ne comprend pas les frais de personnel des départements et qu'on est aujourd'hui plus autour de 10 milliards d'euros sur l'ensemble, qui a un coût important aussi dans la manière des placements, etc., par établissement ou par famille d'accueil, qui fait qu'il y a un véritable investissement de la société depuis un certain nombre d'années pour ces jeunes, et on peut s'en réjouir. C'est une dimension, à mon avis, forte de cette universalité, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas pourtant maintenant des problèmes de conditionnalité ou d'inconditionnalité et des problèmes d'inégalité.
Alors, nous, le premier problème qu'on a vu, parce qu'on était tous un peu extérieurs au monde de la protection de l'enfance, c'était déjà la myriade d'acteurs qui intervient sur ce système, sur cette politique des droits de l'enfant et plus particulièrement des enfants placés. Et donc, les premières préconisations que nous avons faites et qui ont été reprises timidement par le gouvernement, même si donc vous avez entendu, je crois, ce matin Adrien Taquet par une vidéo qui a lancé donc ce matin, en même temps que vous lanciez les assises, une concertation, la fameuse concertation sur la protection de l'enfance. Elle doit durer 3 mois et un groupe est centré autour de la question du pilotage national. Ça ne vous aura pas échappé que la protection de l'enfance est depuis 1986 décentralisée, mais on a un gros problème de pilotage national, parce qu'il est partagé entre un petit secteur de la DGCS, qui est un petit bureau avec 8 personnes, le fameux GIP Enfants en danger, qui est partagé en termes de pilotage entre l'État et les départements à 50%, et où il y a à la fois l'Agence pour l'adoption et à la fois l'ONPE, donc l'Observatoire national de la protection de l'enfance, mais ils sont globalement une vingtaine de personnes. Et après, il y a le Conseil national de la protection de l'enfance, où siège le CNAEMO, qui est un conseil qui est structuré depuis la loi de 2016, mais qui fonctionne là aussi avec un seul agent d'État. Donc la difficulté d'avoir un véritable pilotage. Je vous dis ça parce que dans une dynamique aujourd'hui, au regard de la stratégie pauvreté qui a été mise en place et de cette logique de contractualisation avec les départements pour notamment éviter les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, pour moi, il va y avoir une vraie problématique sur la capacité de pouvoir contrôler véritablement les départements sur la bonne mise en œuvre de la contractualisation et effectivement qu'ils atteignent l'objectif de 0 sortie sèche, d'où un appel que je fais à l'ensemble des associations pour faire remonter et interpeller peut-être l'État, que ce soit en territoire ou au niveau national, sur, pendant cette mise en œuvre, des défauts de mise en œuvre de la loi. On le voit notamment par exemple sur ne serait-ce que la mise en œuvre de la loi de 2016, voire de la loi de 2016 dont on a évoqué tout à l'heure. Il y a un certain nombre de politiques qui ne sont pas mis en France. Il y a encore des départements qui n'ont pas mis en place le projet pour l'enfant, par exemple. Et sur la question du protocole pour l'autonomie, il y a entre 1 et 10 territoires qui l'ont mis en place depuis la loi de 2016. Donc on est aujourd'hui 3 ans après. On a effectivement aussi une vraie difficulté au niveau des statistiques et notamment pour calculer à la fois la dimension des jeunes en situation à difficultés multiples et puis la question des jeunes sortant de l'ASE et qui pose effectivement de questions et puis des choses plus qualitatives en matière statistique, notamment il y a certains, donc nous on a beaucoup d'associations au sein du CESE, notamment ATD Quart Monde, qui a été créé à partir de la question de la protection de l'enfance. ATD Quart Monde, ça a été créé parce que il se mobilisait, parce qu'il y avait des enfants qui étaient retirés à leur famille, parce qu'il n'y avait pas les moyens économiques d'accompagner ces enfants-là, parce que ces familles étaient dans une situation de pauvreté. Et donc, il y aurait un travail à faire sur savoir aujourd'hui, sur le nombre de placements qu'il peut y avoir des enfants, quel est aujourd'hui là où le critère économique et social, économique, financier prédomine dans le choix du placement, parce qu'on peut imaginer, moi qui suis parent depuis quelques mois, je peux m'imaginer qu'effectivement, vivre dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel avec 3 ou 4 gamins et une femme seule, ça doit être pas très facile tous les jours et qu'à un moment donné, cette situation peut entraîner des risques de maltraitance, mais c'est bien une situation économique et une situation de pauvreté qui mène à ça, et pas une incompétence entre guillemets ou une difficulté pour le parent de pouvoir assumer l'autorité parentale. Et donc ça aussi, on manque, il y a quelques études de recherche qui ont été faites sur ce niveau-là, mais on manque effectivement d'un travail sur ce sujet. Je passe vite pour qu'on ait aussi du temps d'échange. Voilà, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Je veux faire un zoom sur la question des jeunes en situation avec des difficultés multiples et notamment en commençant par une explication qui nous avait permis, notamment par la directrice de l'ONPE. Les enfants à difficultés multiples qu'on a connus à une époque sous le terme d'incasable, qui est un terme
pas très digne pour ces enfants, puisqu'on a un peu l'impression qu'il faudrait mettre les enfants dans des cases. On les appelle maintenant les enfants à difficultés multiples. Donc ce sont des enfants qui ont déjà eu un démarrage dans la vie souvent extrêmement difficile, qui peuvent avoir subi des négligences graves, des violences graves, des phénomènes vraiment très difficiles qui perturbent leur développement et qui rencontrent des difficultés dans tous les secteurs qui permettent le développement de l'enfant. Ça peut être aussi bien à l'école, dans le soin, du point de vue familial, dans les structures de loisirs, etc. Et donc ce sont des enfants qui mettent à mal, qui sont mis à mal très fortement et qui mettent à mal aussi les réponses qu'on peut leur donner. Voilà, donc ce terme d'incasable, c'est pour ça qu'il faut le bannir, hein, et je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ne l'utilisent plus, parce que c'est bien notre institution qui fait vivre à ces jeunes de la maltraitance institutionnelle, et donc notre incapacité à pouvoir bien les accompagner, qui viennent aujourd'hui en dehors des cases des politiques et des institutions, et qui fait qu'ils subissent une certaine violence institutionnelle, avec une incapacité aujourd'hui, en tout cas on l'a vu dans beaucoup de territoires, parce qu'on a pu, à l'occasion de ce rapport, se déplacer dans différents territoires et rencontrer différentes structures, associations et puis les départements, voir qu'il y a des difficultés de coordination entre les différents secteurs, que ce soit notamment le système scolaire, mais aussi beaucoup le système du soin, avec des difficultés notamment de prise en charge des problématiques psychiques. Alors à l'écran vous avez le parcours de Yannick, mais vous avez sans doute en tête plein de ces parcours de jeunes qui, à plusieurs moments de leur parcours dans la protection de l'enfance, se retrouvent ballottés entre différents systèmes, avec notre incapacité institutionnelle à bien pouvoir les prendre en charge. Et donc, ce qui fait qu'il subit aujourd'hui cette maltraitance institutionnelle et de la souffrance et de l'instabilité dans les situations. Le chiffre qui est important, c'est que donc il y a aujourd'hui 36% des jeunes placés dans leur enfance qui se déclarent en mauvais ou en très mauvais état de santé, soit 2 fois plus que le reste de la population générale, que les jeunes filles placées ont aujourd'hui 13 fois plus de risques d'avoir une grossesse précoce, et certains sont victimes notamment de réseaux de prostitution. Ça a encore défrayé la chronique récemment, et qu'au moins 20% des jeunes, sachant qu'aujourd'hui le secrétaire d'État dit 26%, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance ont un handicap psychique ou mental qui est reconnu, sachant que pour beaucoup de jeunes, qu'ils soient placés ou qu'ils soient accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, la difficulté de pouvoir aussi être reconnu dans son handicap par les acteurs de la MDPH sur les territoires. Donc je vous disais que le but du CESE, c'est de pouvoir faire un certain nombre de préconisations, donc pour ça peut-être m'arrêter aussi sur ces préconisations et pouvoir réagir avec vous. Il y a un premier enjeu, c'est sur la question de l'entrée dans le parcours, où on a vu qu'aujourd'hui, il était important de pouvoir mieux travailler la dimension de la prévention. C'est facile de le dire, vous avez vu un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, tant dans le plan santé annoncé par Agnès Buzyn que par Adrien Taquet, sur notamment le rendez-vous à 4 mois au moment de la grossesse, qui serait rendu obligatoire pour mieux prendre en compte peut-être des dynamiques de risque de maltraitance ou de violence ou de carence éducative qui peuvent exister. À la fois, il faut que cette prévention ait lieu, certes, dans la famille, mais aussi à l'école et au cœur des tiers-lieux éducatifs. Et là aussi, on a une difficulté à vraiment voir si les protocoles départementaux qui sont mis en place qui sont appelés à être mis en place dans la loi de 2016 sur la prévention sont effectivement mis en place dans les départements. La deuxième proposition là-dessus, elle dépassait la logique de contractualisation qui est aujourd'hui la logique de la stratégie pauvreté, mais elle était plutôt dans une dimension de fonds de péréquation, c'est-à-dire de pouvoir avoir un système de
de fonds qui permettent d'une part de réduire les écarts entre les départements, donc de lutter sur ces dimensions d'inégalité territoriale, et également d'inciter les départements à déployer des politiques nationales. On a été très surpris dans les travaux, mais parce que je vous ai dit qu'on y connaissait aujourd'hui, on était des acteurs extérieurs du monde de la protection de l'enfance, mais par exemple qu'il n'y ait pas un même référentiel commun de signalement. Vous avez vu que c'est une des mesures qui va être retravaillée dans le cadre de la stratégie sur la protection de l'enfance, mais effectivement, on se rend compte que chacun ou beaucoup de départements ont leur propre référentiel de signalement, ce qui fait qu'une situation dans un territoire peut être prise de telle ou telle façon et dans un autre territoire ne pas rentrer dans une dimension de protection de l'enfance. Il en est de même aussi sur des cahiers des charges communs qui préciserait par exemple les objectifs d'une mesure. Qu'est-ce que c'est effectivement une mesure AEMO sur l'ensemble au niveau national? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'un AEME? Qu'est-ce que ça veut dire aussi une dimension de placement familial? Et puis aussi sur les dimensions de certaines normes. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas par exemple de taux d'encadrement dans les structures et au niveau national, je veux dire de taux d'encadrement qui sont les mêmes pour les acteurs de la protection de l'enfance, comme il peut exister ces taux d'encadrement dans les structures par exemple de crèche ou de petite enfance, et également sur le niveau de qualification exigé. Comment on peut avoir aujourd'hui des départements qui disent on veut plus, déjà qui sont passés à la dimension de veilleurs de nuit, mais on veut plus de veilleurs de nuit, on veut que vous mettiez en place des caméras pour surveiller les enfants la nuit. Comment ça, au niveau national, il puisse y avoir un certain nombre de cahiers des charges qui évitent qu'on soit bien dans une relation éducative avec des enfants et non pas une relation avec des objets qui nuisent aujourd'hui à toute relation éducative. Et puis, dernière recommandation sur cette dimension-là, le bilan de santé systématique, qui, là aussi, vous l'avez vu, commence à être pris par le gouvernement pour être mis en place. Dans cette logique, comment aussi ce n'est pas aux jeunes, même et à l'enfant, de gérer le Lego institutionnel qu'il y a devant lui avec les différents acteurs, mais bien que ce soit les acteurs qui puissent lui permettre de venir à lui, avec là aussi des choses très belles en territoire qu'on a vues à la fois d'équipes mobiles, mélangeant à la fois les acteurs du médico-social, psychologique, etc., qui vont vers les foyers et les établissements de placement, ou des acteurs qui font ou des établissements qui mettent en place des propres accueils spécifiques permettant d'accueillir ces jeunes qu'on dit à difficultés multiples, qui permettent à la fois d'intégrer les questions du social, du médico-social, du sanitaire. C'était le cas notamment de l'ISEMA en Eure-et-Loire, de créer davantage d'assistants familiaux thérapeutiques pour permettre aussi à ces jeunes de pouvoir avoir accès à des familles d'accueil qui puissent avoir la capacité d'accompagnement, et la même chose aussi sur le développement des lieux de vie. On a notamment visité un certain nombre de lieux de vie, notamment un qui s'appelle le Colibri dans les Yvelines et que je vous invite à regarder, qui permet effectivement de retravailler le projet pour l'enfant et pour les jeunes, de jeunes qui sont dans ces situations. Et puis de pouvoir, même si donc on avait les syndicats avec nous et tout le travail qui avait été fait sur la dimension de la formation initiale, mais aujourd'hui comment on est capable de travailler sur les formations des professionnels, et notamment là-dessus le développement de ce qu'on appelle des co-formations, c'est-à-dire comment avec des jeunes sortis de la protection de l'enfance ou avec des jeunes qui sont encore en protection de l'enfance, avoir la capacité de pouvoir travailler avec eux sur nos méthodes, nos relations, la relation éducative mise en place, pour aussi permettre au sein des structures et au sein des associations de faire évoluer nos structures. Voilà, j'ai passé un peu de temps, pardon, alors que j'avais dit que je n'y passais pas beaucoup, sur la question des jeunes en situation à difficultés multiples. Sur la partie des jeunes sortant de l'ASE, ce qui m'intéresse, ce serait de faire un sondage avec vous dans la salle pour savoir si il y a aujourd'hui, à votre connaissance, des départements, enfin pas à votre connaissance, si votre département, parce que vous venez tous de différentes régions, aujourd'hui ne donne plus aucun contrat jeune majeur à 18 ans. Est-ce qu'il en existe? Donc il y en a 1, 2, 3. Très bien.
bon courage à vous, parce que c'était une honte, mais voilà. Combien on donne aujourd'hui? Allez, entre 0 et 20% aux jeunes, c'est difficile à savoir, mais entre 0 et 20%. Voilà. 20 et 50%, plus de 50%, et qui donne 100% de contrat jeune majeur, ça n'existe plus. Voilà. Donc cette question, elle nous a tenu pendant un certain nombre d'années, ce scandale, enfin pas d'années mais de mois, sur lequel moi j'essaye de travailler, de plaider fortement auprès des acteurs, à la fois des départements et du gouvernement, autour du fait qu'on dise à des jeunes à 18 ans, eh ben, tu prends ta valise, c'est fini, le système de protection de l'enfance ne te prend pas en charge et tu vas aller au droit commun qui, chez les jeunes de 18 à 25 ans, n'existe pas. Et là aussi, pour reprendre le thème du sujet, il n'y a pas d'universalité pour les jeunes entre 18 et 25 ans sur la question des droits, et donc il se pose un problème. Juste pour vous dire là-dessus, au CESE, on a fait quelque chose de nouveau un peu, c'est qu'au moment où on a présenté l'avis, on a fait jouer la pièce de théâtre que certains connaissent peut-être, qui s'appelle J'ai pas le temps, je suis pas comme eux, qui est une pièce de théâtre géniale, faite à partir d'une recherche-action de Perrine, ça y est, j'ai oublié son prénom, de Pierrine Robin, et qui, à partir de ce que les jeunes ont dit, elle va se reproduire, pour ceux qui sont fans de théâtre, au Festival d'Avignon en juillet. Je vous invite vraiment à la voir ou à la faire venir. La pièce s'appelle, qu'est-ce que je viens de dire, j'ai pas le temps, je suis pas comme eux. Voilà. Aujourd'hui, pour nombre de jeunes à protéger, cette injonction à l'autonomie, elle est précoce, 18 ans, alors que l'âge de l'accès à l'autonomie recule pour les autres jeunes. On est aujourd'hui à 23,6 ans pour l'âge de la cohabitation, et l'âge du premier emploi dans notre pays, le premier emploi stable, c'est 27-28 ans. Juste pour vous dire, pour les plus anciens d'entre nous, mais je n'étais pas né, l'âge du premier emploi dans les années 70, effectivement, il était à 21 ans. Donc, ça avait une logique que le contrat jeune majeur, au moment où on atteignait la majorité, on avait une plus forte faculté à aller vers l'emploi, et donc il y avait moins cette séparation et ce no man's land pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Aujourd'hui, c'est pour ça que sur les différents travaux que j'ai pu mener, et notamment un rapport que j'avais remis au Premier ministre Cazeneuve à l'époque, qui s'appelait « Arrêtons de les mettre dans les cases », de montrer qu'aujourd'hui il y avait 238 critères d'âge dans notre réglementation nationale, et je pense qu'il y en a autant sur vos territoires, pour définir ce que c'est un jeune entre 16 et 30 ans. On peut imaginer, voilà, par exemple, sachez que c'est 23 ans pour être meilleur ouvrier de France. Vous n'avez pas le droit entre 16 et 23 ans d'être nommé meilleur ouvrier de France, tant pis pour vous, ou 24 ans pour être élu sénateur, mais même 17 ans pour commencer à être engagé dans l'armée. Donc il y a un certain nombre de barrières d'âge qui fait qu'on n'a pas travaillé dans notre pays la question de la jeunesse, et qui fait qu'aujourd'hui, pour les jeunes sortant de la protection de l'enfance, on a cet effet double peine. Donc ils sont juste un tiers des jeunes qui ont aujourd'hui un contrat jeune majeur, avec ces chiffres alarmants, même s'ils datent de 2012 et qu'ils font toujours débat. Alors, pardon, ça c'était un autre chiffre, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus que 1% des contrats jeunes majeurs qui durent plus d'1 an, donc c'est une épée de Damoclès. Alors, en plus, contrat jeune majeur, ça ne veut rien dire, parce que tous les territoires que vous êtes, vous avez tous des APJM différents, avec des fonctionnements différents, des allocations différentes, ou juste de logement, ou juste une petite aide financière, etc. Mais même quand il y a ces contrats ne durent que... il n'y a que 1% de ces contrats qui durent plus d'1 an. Et donc oui, le problématique, c'est qu'on met ces jeunes dans une dimension de précarité, et qu'aujourd'hui, 30%
des moins de 30 ans qui sont utilisateurs des services d'hébergement d'urgence, donc autant dire des sans-abri, sont des anciens et des enfants et anciennes de l'aide sociale à l'enfance, qu'ils aient été placés ou non, ce qui pose quand même question sur notre système d'accompagnement qui fait que à 18 ans ou 18 ans et quelques mois, ces enfants se retrouvent à la rue. Ce manque d'accompagnement, il est vécu comme un sécateur à rêve par beaucoup de jeunes, et je reprends là l'expression d'une qui nous l'avait dit, avec le fait qu'on les force dès 14 ans, 15 ans, 16 ans, et on en discutait encore dans la voiture, dans une dimension de formation ultra courte, pour qu'ils soient dans une dimension d'être autonomes à 18 ans, alors que vous qui êtes parents, aujourd'hui, à 16, 17 ans ou à 18 ans, vous demanderiez à votre enfant s'ils avaient un projet et quel était votre projet, eh ben, ce serait plus compliqué de le dire. Eh ben, à ces jeunes qui sont dans l'aide sociale à l'enfance, on leur demande toujours eh ben, c'est quoi votre projet? Et si vous n'avez pas de projet, eh ben, globalement, vous n'avez pas le droit au contrat jeune majeur, parce que le projet et le contrat jeune majeur, c'est pour les méritants. Et donc ceux qui n'ont pas vraiment réfléchi à leur projet, eh ben, c'est plus compliqué d'y avoir accès, avec le fait qu'aujourd'hui, que 5 fois moins de chances de pouvoir avoir accès à un bac professionnel, mais ce qui aussi entraîne un certain nombre de jeunes qui sont en décrochage scolaire. L'apport important de jeunes de l'aide sociale à l'enfance dans les jeunes décrocheurs scolaires est assez énorme. Et puis c'est quand même aussi un gâchis économique quand on sait qu'on a mis 10 milliards d'euros jusqu'à 18 ans, en tout cas que l'aide sociale à l'enfance coûte jusqu'à 10 milliards d'euros. Par exemple, un jeune enfant placé à 2 ans jusqu'à 18 ans, ça coûte, s'il a été placé dans un foyer, 1 million d'euros à l'État, à la collectivité publique, puisque ce n'est pas à l'État, à nous tous, et ce qui est plutôt bien, hein, c'est un investissement, et qu'à ses 18 ans, on lui dira, retourne dans une structure d'aide, d'hébergement d'urgence ou appelle le 115, qui veut dire là fortement à la fois des coûts et des charges en plus pour la collectivité publique, et puis un gâchis de l'argent mis avant. Et puis c'est pour vous, et avant tout pour vous, je pense, et pour les jeunes, un gâchis éducatif énorme qui fait qu'un bon nombre, et moi j'en ai rencontré, d'éducateurs ou d'assistants sociaux ou de gens qui travaillent aujourd'hui dans des structures de l'aide sociale à l'enfance sont vite découragés au regard de cette non-prise en charge et qui fait que la motivation et l'engagement peut baisser, parce que si on se dit qu'à 18 ans, en fait, on est obligé d'emmener ce jeune-là et qu'on essaye de tout faire pour ça, et qu'à 18 ans, son seul choix est de se retrouver à la rue ou de pouvoir retourner chez ses parents, mais quand il y a eu des vraies difficultés et de séparation, généralement, ce n'est pas très réussi ce retour, fait qu'il se retrouve sans doute avec rien. Alors, les préconisations que nous avions faites là-dessus, qui font un peu l'actualité. Vous savez qu'il y a eu la loi Bourguignon. Moi, la première chose qu'il faut faire, c'est une préconisation de long terme, c'est faire évoluer le droit commun, c'est-à-dire comment aujourd'hui on permet aux jeunes entre 18 et 25 ans de pouvoir accéder au revenu minimum, à des minima sociaux, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Ça fait toujours débat, mais si on donne un revenu à des jeunes à 18 ans, là ils vont être dans une logique d'assistanat. Non, 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 3 fois non. La France est le seul pays de l'Union européenne, avec le Luxembourg, à ne pas avoir de minima social ouvert à partir de 18 ans. Et toutes les études montrent qu'il n'y a aucune des incitations à l'emploi quand on donne à des jeunes une allocation à partir de 18 ans, sous condition de ressources bien évidemment. Ce n'est pas un revenu universel, mais d'être dans une logique de sécurisation. Il y a là-dessus soit une possibilité de faire évoluer ce qu'on appelle la garantie jeune qui est limitée à 1 an, et donc de lui donner une durée illimitée, d'en faire un véritable droit pour tous les jeunes, soit autrement, et c'est le débat qui va s'ouvrir, de faire évoluer le revenu universel, enfin de faire évoluer le RSA. Vous savez que le président de la République, le 13 septembre, a annoncé dans les propositions de la stratégie de lutte contre la pauvreté une grande réforme des minima sociaux, donc avec un revenu universel d'activité qui serait mis en place. Il y a une concertation qui va se lancer dans quelques semaines, et dans cette concertation, la question des jeunes et de l'ouverture du revenu universel d'activité pour les jeunes à partir de 18 ans pourrait se poser. Et donc là, on a besoin de tout le monde pour faire comprendre aux décideurs publics, mais finalement aussi à l'opinion publique et à certaines associations et à certains acteurs sociaux, de l'opportunité de pouvoir se saisir de l'ouverture du droit commun pour les jeunes, qui permettrait d'éviter de mettre les jeunes de l'ASE dans les cases.
Sinon, en attendant, il y a un besoin d'urgence de rendre obligatoire l'accompagnement des jeunes au-delà de 18 ans et surtout pas d'aller dans un couperet à 21 ans, hein, mais bien de se dire aujourd'hui l'accompagnement, il doit être fait, les contrats jeunes majeurs par les départements, ils doivent permettre un accompagnement jusqu'à la fin des études ou à l'obtention du premier emploi, en parallélisme à ce qu'aujourd'hui tout parent a au regard de l'obligation alimentaire. Pour les parents, l'obligation alimentaire, elle repose sur l'obtention du premier emploi stable, et ben donc à la collectivité publique de pouvoir prendre cela en charge. Vous savez qu'il y a une proposition de loi de Bourguignon qui a été déposée en juillet dernier au Parlement. Elle tarde à être discutée à l'Assemblée nationale. Brigitte Bourguignon on lui a confié une mission pour réfléchir davantage à l'accompagnement des jeunes sur de jeunes majeurs. Mais toujours est-il qu'on espère que d'ici juillet, la loi puisse être discutée à l'Assemblée nationale et effectivement faire avancer le schmilblick. En attendant, il y a cette dimension de contractualisation dans le cadre de la stratégie pauvreté pour permettre effectivement aux départements qui contractualisent d'être sur une logique de zéro sortie sèche de l'ASE. Et donc là aussi, je vous le redis, l'importance pour les départements d'interpeller les élus, les services, en disant mais effectivement, si vous avez contractualisé, comment vous vous engagez aujourd'hui à éviter ces sorties sèches, même si je suis le premier à penser que l'argent qui est mis à côté n'est pas forcément suffisant aujourd'hui pour permettre véritablement d'accompagner les jeunes. La problématique du logement, voilà, donc je me dépêche. La problématique du logement, et on y reviendra, on pourra y revenir dans les questions. La dimension de l'accompagnement à l'autonomie, et je m'arrête là sur le besoin de se dire que certes il y a un besoin de sécurisation financière et de permettre aux jeunes de ne pas être dans une situation de précarité à la sortie de l'aide sociale à l'enfance, mais il y a tout un besoin aussi de véritable accompagnement. Comment ils peuvent aussi avoir accès à faciliter leurs démarches administratives, la question voilà, d'un coffre-fort numérique, notamment pour ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance, avec notamment l'accès au dossier de l'aide sociale à l'enfance. J'ai nombre de témoignages de jeunes qui me disent mais c'est encore hyper compliqué de demander au service de l'aide sociale à l'enfance d'avoir accès à mon dossier. Comment aussi, vous qui êtes au contact avec eux, vous pouvez travailler là-dessus. La mise en place du protocole départemental d'accès à l'autonomie, qui est mis en place 2016. Là aussi, on a vu une utilisation déroutante par certains départements de cette loi de 2016 en disant que globalement l'entretien à 16 ans devait être un entretien à l'autonomie pour expliquer aux jeunes qu'à 18 ans il n'y aura plus rien. Non, aujourd'hui dans la loi et dans le protocole d'accès à l'autonomie, c'est bien de pouvoir faire un point et c'est pas non pas le point d'arrêt, mais bien un point de départ ou un point d'étape, en tout cas pour permettre de savoir où en est le jeune dans cette dynamique d'autonomie et de pouvoir soit l'accompagner vers des logements autonomes, soit dans d'autres dynamiques éducatives. Et puis, et ça je vais encore vous interpeller, il y a la question de comment aujourd'hui on est capable de donner davantage de place aux jeunes sortant de la protection de l'enfance. Et ça m'intéresse de savoir, parce que vous êtes nombreux, combien aujourd'hui dans vos structures vous donnez de la place par quelque chose qui n'est pas seulement informel de la discussion, mais vraiment un peu structuré ou un peu formel, à l'écoute des enfants et des jeunes que vous accompagnez ou qui sont sortis de vos structures. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos territoires ou dans vos propres structures, c'est dynamique de pouvoir écouter et prendre en compte la parole de ces jeunes? Alors combien parmi vous? Levez bien haut, parce que ici on voit pas grand-chose. Voilà. C'est pas massif, comme avait me dit la voisine. C'est massif en tout cas vers le non. Je pense que cette question, c'est pas la première fois qu'on vous la pose. Merci en tout cas à ceux qui... et vous pouvez... là, il y a une dame là-bas qui est en blanc, elle montre bien haut. Je pense que vous pouvez tous aller la voir pendant la pause pour savoir comment ça se fait et comment elle fait ça. Ou alors...
je crois aujourd'hui fondamental, vraiment au regard de ce que nous avons vu depuis un an, et de pouvoir donner la voix, et ça fait partie pour moi d'une dimension éducative, d'engagement à la société, au regard aussi de tout ce qui se passe, et vous avez parlé de la mobilisation climat, mais de donner la place à ces jeunes, et donc comment, dans nos structures, on est aussi capable de pouvoir faire écouter ces jeunes, et comment aussi ces jeunes peuvent vous aider, non sans être instrumentalisés, parce que ça ne veut pas dire que c'est vous qui les instrumentalisez, mais peuvent vous aider à faire évoluer les politiques publiques, y compris départementales, en allant interroger et interpeller à la fois les directeurs des services des départements, mais aussi les élus sur la situation qu'ils rencontrent. Vraiment, ce que l'on voit aujourd'hui avec les deux ADEPAP du 75, donc de Paris et du Val-de-Marne, ils sont partis, ils étaient 15, je vous assure, on les a vus naître, ils étaient 15, aujourd'hui il y a plus de 200 à 300 personnes qui ont pris contact avec l'association Repère, donc à Paris, dans le 75, qui est une ADEPAP particulière, parce qu'il y a une ADEPAP qui allait avec le fonctionnement uniquement avec des jeunes, et donc la proposition que nous avons faite au CESE, c'est que notamment les départements puissent, quand ils donnent de l'argent, enfin financent les ADEPAP, puissent avoir l'obligation pour les ADEPAP d'avoir une gouvernance renouvelée, intégrant au moins un quart de jeunes sortant de moins de 30 ans de la protection de l'enfance dans leur gouvernance, parce que je vous assure vraiment que ce travail fait par les pairs est porteur et permet à des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui sans rien et démunis et sans accompagnement de pouvoir avoir du soutien par des jeunes qui s'en sont sortis ou qui ont vécu le même parcours qu'eux. Voilà, je m'arrête là. Merci. Alors, je suis très ennuyé parce que j'ai bien conscience que c'est un peu moi qui vous arrête, mais il se trouve qu'il y ait déjà au moins 4 questions qui nous sont parvenues par SMS. On les regarde. Alors, sur fond de raréfaction financière, la logistique à l'œuvre, tarification, harmonisation dans le médical ou bientôt dans le médico-social, est-elle transposable en protection de l'enfance, tout en maintenant une qualité de travail? La question essentielle n'est-elle pas finalement une histoire de moyens alloués et de priorités données? On peut en prendre plusieurs. Oui, oui. Alors allons-y. Vous parlez de développer la coordination entre les actions pour répondre à la problématique des ruptures de parcours. Est-ce qu'on peut alors interroger les interstices qui bordent les différents champs, les différents intervenants? Parce que nous, on voit en tout petit, hein. C'est pour ça. Ah, parce que vous le ne voyez vous moquez pas, on voit en tout petit, nous. Voilà. C'est pas un exercice de lecture. Hein. Il suffit de se retourner, alors. Les différents intervenants, acteurs, et la capacité de chacun à dépasser son cadre d'intervention pour réduire les zones de fracture. En somme, une prise de risque nécessaire et assumée par les acteurs et non plus par les usagers. Allez, encore. D'accord. Continuons. Vous avez la réponse. Comment l'État prévoit-il d'agir auprès des départements pour permettre que le prix de journée à EMO soit équitable sur l'ensemble du territoire et surtout décent pour que les services à EMO puissent fonctionner convenablement? Moi, je vais commencer par celle-là, alors. Allez. Moi, j'ai pas de réponse. En fait, je suis pas l'État, voilà. Donc, je peux pas vous le dire. Voilà, je suis pas Adrien Taquet. Je suis vraiment une personne. Vous l'avez vu, d'ailleurs, un peu. Ils aiment bien les personnes disruptives, donc je suis un peu disruptif. Mais je suis un peu un poil à gratter, donc je suis pas Adrien Taquet, et que ça rejoint la première question, qui est la question des moyens. Oui, 3 fois oui, c'est la question des moyens. Mais en fait, c'est comment aujourd'hui, enfin, on a commencé. Je sais plus je sais plus ton prénom. Hop, Alexandra. Alexandra, dans la voiture, une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est: dis donc, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis la remise du rapport il y a 1 an.
Voilà. Du rapport du CESE. Ce que j'ai sans doute dit, et peut-être pour certains, vous allez vous dire, ah, super, il est sympa ce monsieur Dulin, il dit des choses qu'on connaît depuis 10-15 ans dans notre métier, et rien n'avance, et voire ça se dégrade. Oui, ça, je ne peux pas vous dire le contraire, mais ça, vous en plaindrez auprès de Duc Nemo sur le fait de m'avoir venir. J'enfonce sans doute des portes ouvertes. Sauf que, il y a un truc qui m'a plu quand Alexandra dit, oui, il y a des choses, il y a eu une avancée. Cette avancée, elle ne s'est pas faite comme ça. L'opinion publique, le reportage de France 3, qu'on veuille ou non, qui est contestable, contesté, parce qu'il met en avant certaines pratiques. Oui, mais ces pratiques existent. L'opinion publique, la sensibilisation de l'opinion publique, le fait que, de moins en moins, y compris dans les médias, on arrête de parler d'enfants de la DAS, qu'on essaye de parler un peu plus d'action, d'aide sociale à l'enfance, voire de protection de l'enfance, que des acteurs politiques, qu'il a peut-être fallu attendre 1 an et demi pour avoir un secrétaire d'État à l'enfance, mais on l'a, qu'il a fallu sans doute peut-être attendre un peu longtemps pour avoir une concertation, mais elle a démarré aujourd'hui et qu'on attend, que dans le Parlement, il y ait des enfants placés qui sont des anciens enfants placés qui arrivent et qui acceptent de prendre la parole, qu'aujourd'hui il y a une mobilisation. Je suis lyonnais, mais il m'arrive donc d'aller une fois par semaine à Paris. Il y a 15 jours, il y a un collectif de jeunes, ils étaient 400, qui s'appelle la rue, enfin pas 400, ils étaient 200 à la Bourse du Travail à Paris, pour lancer un collectif qui s'appelle La Rue à 18 ans, avec des témoignages très forts de jeunes qui sont aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance et qui prennent la parole et osent prendre la parole pour dénoncer les difficultés du public. Donc je crois, parce qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes ou d'autres acteurs, que la dimension de changement politique, elle passe par de saisir l'opinion publique et interpeller les élus et l'opinion publique là-dessus. Moi, mon rêve, c'est que les prochaines élections départementales, alors qu'on ne parle jamais d'aide sociale à l'enfance, alors que c'est sans doute pour beaucoup le premier, voire le deuxième budget du département, et ben qu'on en parle, que dans les débats avec les élections, aux élections départementales, on puisse avoir un sujet sur la question de l'aide sociale à l'enfance, et qu'on sorte d'une logique que la protection de l'enfance, il faut surtout pas en parler parce que c'est de l'intime, parce que c'est quelque chose qu'on veut pas voir, et très bien. Moi, je crois aujourd'hui qu'on a une fenêtre de tir. J'y participe à mon petit niveau, d'autres acteurs y participent pour qu'on mette plus d'argent, parce que oui, il y a besoin d'argent, oui, il y a besoin de moyens, et il y a peut-être aussi moyen de faire des économies en faisant évoluer, y compris nos pratiques associatives, de structures, etc. Et moi, il y a beaucoup d'acteurs associatifs qui me disent, mais l'arrivée de mineurs accompagnés, mon Dieu que c'est compliqué, mais alors, c'est génial parce que ça a fait bouger notre manière d'accompagner mieux les jeunes vers l'insertion, parce que les jeunes que nous accueillons, mineurs non accompagnés, ils sont déjà dans la perspective de cette insertion professionnelle que ne se posent pas encore des jeunes que nous accompagnons, et que la rencontre entre ces deux publics, elle fait avancer des choses. Donc moi, je crois assez fortement qu'on est dans un bon temps pour effectivement aller montrer l'utilité de la protection de l'enfance, qui n'est pas à remettre en cause, mais surtout aller chercher des moyens supplémentaires, à se re-questionner, à développer des nouveaux, faire de l'innovation, non pas sociale pour être à la mode, mais de l'innovation tout court, et de mettre en place des nouvelles manières de faire, et montrer aussi toute la dimension du coût évité. Quand on gâche aujourd'hui, parce que pour moi c'est gâcher, le fait de mettre des gens à la rue à 18 ans, si on gâche ces 1 million d'euros, etc., et qu'en plus c'est un coût supérieur en matière de santé, d'hébergement d'urgence, c'est là qu'on y arrivera. Donc oui, je crois que c'est de la volonté politique et de notre capacité en tant que citoyens, et on l'est tous, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics. On prend au moins 1-2 questions dans la salle. Alors, on va essayer de vous apporter le micro. J'ai oublié la question T2A. Oui. Le micro. Oui. Pardon. Donc, je suis un ancien travailleur social. Je ne sais pas où vous êtes, excusez-moi. Là-bas. Vous voyez ? Ah oui, d'accord. Merci. Je voudrais venir un petit peu sur différents points de l'intervention.
ou des réflexions. Comment passe effectivement, monsieur parle des enfants de l'ASE, comment passe d'enfants avec des parents légitimes à des enfants de l'ASE? Voilà, c'est une première réflexion. Et puis après, à quand une vraie réflexion sur la décentralisation et ses effets pervers? Ou est-ce que c'est pas politiquement correct? D'accord, merci. On prend, si vous voulez bien, une autre intervention un peu plus bas dans la salle, devant, presque devant. Je regarde la montre en même temps parce que M. Dulin doit prendre un train tout à l'heure et vraiment, il faut absolument qu'il quitte la tribune à 17h. C'est impossible de le faire partir plus tard. Alors, on vous apporte le micro, ça y est? Allez-y. Oui, bonjour. Arnaud Chevchik, je suis psychologue. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est plus une interrogation, une remarque. Mais aujourd'hui, en fait, dans ce que j'entends, on est passé du statut des incasables, si on peut dire, à des jeunes à difficultés multiples du côté de la protection de l'enfance. Et ce terme, il me dérange assez, car si on le transpose dans le domaine du handicap, on a fait un basculement en passant du jeune handicapé à un jeune en situation de handicap. Et je trouve en fait qu'en restant sur le fait des jeunes à difficultés multiples, on continue en fait à faire porter aux jeunes en fait un stigmate en sous-entendant qu'ils sont responsables des difficultés qu'ils portent. Alors que c'est la situation que vous aimeriez qu'on prenne en considération. Je vous en prie. Oui, alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, pas de débat. Je pense qu'il n'y a aucun terme qui va. Moi, je pense que c'est nos institutions qui sont incapables de prendre en charge ces jeunes. Et donc, c'est plutôt nous qui sommes incapables, plutôt que ces jeunes qui sont ou incasables ou en situation à difficultés multiples, etc. Donc voilà. Sur le débat sur la décentralisation, là aussi, je suis pas. J'ai mon avis sur la question, c'est que je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut avoir le débat. Mais j'ai pas l'impression, mais peut-être que je me trompe, que la renationalisation de la protection de l'enfance soit une bonne chose. Voilà. En tout cas, ma proposition, en attendant peut-être, si certains choisissent cette renationalisation de la protection de l'enfance, c'est comment aujourd'hui on est capable d'avoir véritablement un pilotage national. Parce que ce qui a posé problème dans la question de la décentralisation, c'est qu'on dit au département, voilà, on vote des lois, mais après on est incapable de contrôler et d'amener, voilà. Quand je vous dis qu'il y a 10 personnes, donc, et c'est la première chose que j'ai dit à Adrien Taquet quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est que le premier truc qu'il faut qu'il fasse, c'est donner des moyens à ce pilotage national, parce que toute loi ou toute dynamique qui peut être mise en place, si il y a un moyen facile de l'éviter, et ben les départements, parce qu'il n'y a pas ce contrôle-là dans la dimension de décentralisation. Donc moi, mon projet là-dessus, c'est plutôt de renforcer le pilotage national en attendant, si certains le souhaitent, cette recentralisation de la protection de l'enfance. En revanche, sur la question de la recentralisation, moi je pense qu'aujourd'hui il y a un véritable débat pour les 18-25 ans, et que si on arrive sur la dimension du droit commun avec un droit universel national pour tous, on arrêtera d'avoir des contrats jeunes majeurs qui sont dans le territoire de l'Eure-et-Loir qui durent 5 mois et 6 jours avec 250 €, et dans le territoire d'à côté avec 800 € et un logement et je sais pas quoi. Voilà, donc oui, en tout cas sur ce champ-là, il y a besoin de nationalisation et de pas de décentralisation. Toute dernière intervention? Ou par SMS, pourquoi pas? J'avais pas répondu à la question pendant que le SMS bon, se alors montre. Non, mais allez-y. À la question de la prise de risque et la coordination et voilà. Je crois que la réponse, elle était dans le SMS. Oui, ça veut dire de la prise de risque, et c'était intéressant, c'est que notamment une des propositions qu'on fait, et moi où je challenge les départements quand ils ont des contrats jeunes majeurs avec l'histoire des projets, c'est de dire comment on a une dimension d'un droit à l'erreur et d'un droit au retour. Il y a beaucoup de jeunes qui, à 18 ans, disent « j'ai pas envie du contrat jeune majeur, j'ai envie de quitter le monde de l'aide sociale à l'enfance, le monde de la protection de l'enfance, etc. » Et heureusement, ils sont libres de faire ce choix-là. Sauf qu'à partir du moment où ils l'ont quitté, impossible pour eux d'y revenir. Et donc impossible pour eux de remettre un pied là-dessus avec cette dimension de droit à l'erreur ou de droit au retour. Et donc, oui, dans cette dimension
oui, je crois à la prise de risque, et on est dans une société qui met beaucoup le parapluie dès que des acteurs prennent un risque, et donc là-dessus, il faut qu'on arrive collectivement à faire bouger les choses. Et sur la question de la coordination, moi je crois qu'un des trucs que j'avais vu sur 5 ou 6 territoires, c'était la capacité notamment à décloisonner le monde de la protection de l'enfance. J'ai eu trop d'exemples de formations où on se parle entre acteurs qui sont tout le temps en lien avec le monde de la protection de l'enfance, c'est-à-dire avec les acteurs du monde de la protection de l'enfance. Et que comment aujourd'hui on pourrait imaginer des formations pluridisciplinaires où les acteurs des missions locales, des conseillers en insertion sociale et professionnelle, des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, mais aussi des animateurs du monde de l'éducation populaire, voire de l'éducation nationale, sont capables d'avoir des formations communes pour effectivement être dans une dimension de se rencontrer par là et d'imaginer des coordinations possibles sur le territoire. Et ça, on l'a vu que sur 5 ou 6 territoires, à partir du moment où on ouvrait le champ de la protection de l'enfance, on y arrivait. Mais on a eu aussi beaucoup de cas où dès que, par exemple, je l'ai vu, moi, quand j'étais c'est pas grave, le train, j'irai courir. Quand j'étais responsable, au niveau des scouts, d'un mouvement de scoutisme, on a eu beaucoup d'acteurs, d'associations de la protection de l'enfance qui ne voulaient pas nous ouvrir leurs portes en disant « mais non, mais vous êtes des animateurs, voilà, vous n'êtes pas des éducateurs, etc. » avec des débats un peu pas bons, à se dire « ah là là, oui », et d'avoir la peur de pouvoir ouvrir des portes à d'autres acteurs qui ne sont pas forcément du monde de la protection de l'enfance. Et je crois qu'il y a un challenge pour les acteurs aujourd'hui de la protection de l'enfance à être capable d'ouvrir les portes des foyers, des placements, des acteurs pour que d'autres acteurs, y compris ceux de l'éducation nationale ou du périscolaire, puissent accompagner. Il y a beaucoup de jeunes qui disent « moi, c'était simple quand j'étais enfant placé, j'avais mon bus qui venait me chercher, puis après je retournais, et donc j'étais toujours dans la logique de j'ai mon foyer, j'allais juste à l'école, etc. » Et comment on arrive à faire davantage de passerelles avec d'autres acteurs du monde de l'éducation populaire, de la jeunesse, de l'insertion sociale et professionnelle, et qui, à mon avis, aideraient, parce que je dis la même chose aux missions locales, il y a plein de missions locales qui, quand vous arrivez et que vous êtes jeune de l'aide sociale, enfin, alors, je suis désolé de l'expression, mais jeune qui a eu un parcours dans l'aide sociale à l'enfance ou un parcours de protection judiciaire de la jeunesse, et ben tout de suite vous avez une étiquette, et que beaucoup de conseillers en insertion sociale et professionnelle des missions locales peuvent être démunis pour accueillir et accompagner ces personnes-là, alors que je pense qu'ils en sont aussi capables. Merci. Merci.